Bonjour à toutes et tous, je suis Élodie Bardot et vous écoutez Antinomique, le podcast qui donne la parole à des personnes qui vivent alignées avec elles-mêmes et leurs valeurs dans tous les domaines de leur vie. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Chaque épisode est l'occasion de se créer une parenthèse dans son quotidien, grâce à ces hommes et ces femmes qui nous partagent leur expérience et ont chacun des grandes leçons de vie à nous apporter. Vous découvrirez la complémentarité et l'antinomie de leur yin et yang. Nous allons parler d'épanouissement professionnel, de résilience, d'entrepreneuriat, de mission de vie et de plein potentiel. Un moment à vous offrir pour vous inspirer et vous apporter les clés pour parvenir à l'équilibre. Bonjour Christine, un grand merci d'être venue aujourd'hui pour échanger avec nous, en plus un jour férié. Pour te présenter rapidement, tu diriges le pôle communication et développement durable de la coopérative Sodial avec des marques emblématiques Entremont, Candia, Yoplait. Tu as 48 ans, né à Nîmes, marié, 2 enfants. Est-ce que je peux te demander, s'il te plaît, de te présenter professionnellement et personnellement ? Alors déjà, merci Élodie de m'avoir invitée. C'est un plaisir d'être là. Et franchement, c'est pas le 11 novembre pour moi, c'est un jour où on peut faire plein de choses. Donc je suis ravie d'être là. Alors me présenter, c'est toujours un exercice difficile parce qu'on ne sait pas par où commencer. 48 ans, c'est un parcours de vie aussi. Donc je suis maman, j'ai 2 enfants, je suis mariée depuis presque 20 ans à une personne qui m'accompagne au quotidien et qui est vraiment mon double, on va dire ça comme ça. J'ai un parcours personnels et professionnels qui sont très liés. J'ai toujours, dès la plus jeune enfance, aimé en fait aller chercher, explorer. L'agroalimentaire, en fait, ça a été un sujet de passion très, très, très vite. Et la petite anecdote, c'est qu'à 14 ans, je lisais déjà dans les Échos tous les articles sur les boîtes agroalimentaires parce que ça me passionnait. Donc, je ne sais pas expliquer pourquoi, mais voilà, il y avait une attention particulière. Et du coup, mon parcours professionnel s'est vite orienté vers des études agroalimentaires, plutôt tournées sur l'économie, qui m'ont amené à faire du marketing et puis aujourd'hui à faire de la communication et de la RSE. Un parcours qui s'est fait naturellement, sans vraiment me poser de questions, mais je savais où je voulais aller. Je savais en fait ce qui me plaisait, ce qui me faisait vibrer, ce qui pouvait être quelque chose de passionnant pour moi. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire qui tu es, qu'est-ce qui te fait vibrer ? Oui. Alors, qu'est-ce qui me fait vibrer, en fait, c'est tout ce qui... alors, j'aime beaucoup les personnes qui m'inspirent. En fait, ce qui me fait vibrer, c'est de rencontrer des gens, c'est de partager, c'est d'explorer, c'est d'aller sur des terrains de jeu un peu inconnus, parce qu'en fait, c'est toujours la découverte qui m'anime. C'est plus ça qui me plaît aujourd'hui. Je suis plutôt quelqu'un qui est en mode projet. Donc, quand on est en mode projet, en fait, c'est toujours aller de l'avant, être ouvert, rencontrer, avoir un objectif, voilà, et s'y tenir. Voilà, donc c'est ça qui me fait vibrer. Merci beaucoup. Je t'avais demandé de poser des petites questions avant qu'on se rencontre pour compléter ce qu'on appelle un outil qui s'appelle la roue de la vie. Et c'est ce que je te disais avant qu'on commence, c'est que j'ai rarement vu une personne qui a une roue aussi équilibrée. Du coup, tu es encore plus inspirante pour les personnes qui vont nous écouter. Au niveau travail, carrière, donc tu le disais depuis l'adolescence, tu as été attirée par ce milieu-là dans lequel tu es. Tu m'as parlé d'un épanouissement à 8 sur 10. Est-ce que tu peux dire qu'aujourd'hui, tu es sur ton X ? C'est une expression québécoise qui veut dire que je suis au bon endroit, au bon moment, juste au-dessus du X qui a été marqué sur le sol. Alors, au bon endroit, au bon moment, c'est pas si évident. J'ai envie de dire que c'est un chemin qu'on fait et qui nous amène à se sentir bien ou pas. Ça fait poser beaucoup de questions sur ce qu'on veut, sur ce que l'on attend, sur les équilibres et les déséquilibres. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des choix que j'ai faits, il y a des propositions qu'on m'a faites, il y a des fois où je me suis un peu lancée sans savoir, mais que je ne le regrette pas, parce qu'en fait, finalement, ça fait partie des expériences. C'est pas toujours facile. C'est ce qu'il faut dire, c'est que pour atteindre ça, c'est pas toujours facile, mais ça dépend de l'état d'esprit que l'on a. Moi, je pense en fait que
j'ai réussi, et c'est avec toute humilité, hein, je suis pas... en fait, mon état d'esprit et ma façon d'être, c'est plutôt l'optimisme. En fait, je cultive ça tout le temps. Je cultive le fait de vouloir être heureux ou heureuse. C'est vraiment important. Par contre, nécessite aussi que dans mon entourage, on accepte ça. J'ai une part d'exigence, une part aussi de choses en fait, qui sont souvent où on me dit, par exemple, que je travaille trop. Hein, mais par contre, moi, c'est ma façon d'être, et si ça me rend heureux, c'est mon choix en fait. Voilà, c'est ça que je tiens à dire. Et j'admire les nouvelles générations qui se disent je veux mieux équilibrer, ou je veux vivre un peu différemment. Mais en fait, je me dis que c'est une question de choix, d'envie, d'investissement, d'engagement, etc., qui sont peut-être différents. Mais en tout cas, si on le fait avec le plaisir, si on le fait avec l'énergie nécessaire, si on le fait avec une bonne conscience de ce que l'on fait, c'est pas un problème. Voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tout va bien? Je dirais, j'ai mis 8, ouais, j'ai mis 8 parce que je peux pas entre guillemets, je peux pas me plaindre. J'ai des belles réalisations, j'ai plein de projets, c'est hyper enthousiasmant. Je vis une vie qui est riche, voilà, qui aujourd'hui en fait est comblée. Mais ça veut pas dire non plus que j'ai atteint ce qui me plairait peut-être demain le plus. J'ai encore 2 petits points à aller chercher, et ce qui me fait poser des questions sur qu'est-ce que je veux faire plus tard. Hein, parce que on arrive toujours à des périodes où on se pose beaucoup de questions. Donc, je suis à cette période-là, en fait, de me dire, je suis épanouie dans mon travail, on me confie en fait des responsabilités, je peux apporter une contribution. Ça, j'y tiens beaucoup, apporter de la valeur ajoutée. Et en fait, c'est une valeur ajoutée qui est bénéfique des 2 côtés, c'est-à-dire à la fois pour le monde professionnel et pour le monde personnel. Donc, ça reste une priorité, voilà. En quoi cet épanouissement professionnel impacte le reste de ta vie ? Parce qu'en fait, ça nécessite du temps, et le temps, c'est certainement une chose qui est difficile à gérer. Le temps, en fait, la ressource temps, c'est certainement celle qui est la plus, qui va amener des frustrations, celle qui va amener à faire à renoncer à certaines choses, ou à déprioriser, parce qu'il faut gérer un ensemble pour que l'équilibre tienne. Et le temps, en fait, pour moi, c'est une des variables les plus dures à avoir, parce qu'en fait, moi, je suis plutôt quelqu'un qui veut faire plein de choses, sauf que je peux pas, parce que j'ai aussi mes enfants, mes filles, qui ont besoin de moi, et que j'aime par-dessus tout, voilà. J'ai ma famille, et puis cet investissement au travail. Donc après, il me reste un peu de temps, et on en parlera pour moi, parce que ça aussi, c'est important. Oui, c'est une priorité. On parle de cette expression être né avec une cuillère en or dans la bouche. Mm-hmm. Et, est-ce que toi, tu pourrais dire que ton parcours a été facile et la route toute tracée ? Alors, non. Déjà parce que je viens d'un milieu qui était relativement modeste. J'ai grandi dans une famille qui était aimante. Donc ça, c'était important. Je pense que ça, c'est quelque chose qui d'ailleurs, me poursuit. C'est-à-dire que je tiens à ce cadre familial soudé, uni, etc. Donc ça a été très fondateur pour moi. Par contre, non, il n'y avait pas d'argent dans ma famille. Un milieu social entre le monde agricole et puis le monde ouvrier. Donc, c'était pas facile. Une maman qui m'a élevée seule. J'ai une sœur après, mais mon papa est décédé quand j'avais 1 an. Donc, j'avais pas une super, on va dire, un terrain de jeu pour y aller. Par contre, ça m'a pas empêchée. C'est-à-dire que je me suis jamais mis en difficulté. En fait, j'ai toujours pris ça comme des épreuves de la vie. Et j'en ai eu d'autres après, qui ont fait que le parcours était pas difficile. C'était une manière, en fait, d'y aller, d'avancer, de faire des choix, encore une fois. Ça m'a imposé aussi de changer de ville, de changer de vie,
d'aller vers les autres, voilà, de créer un réseau. Très vite, j'ai fait ça. Mais je ne suis pas née avec une cuillère en or. Et aujourd'hui, en fait, c'est ce que j'essaye d'expliquer à mes filles aussi. Parce que dans la transmission, c'est important. La roue peut tourner, ça c'est clair. Par contre, les valeurs, ce qu'on apprend de la vie, ce que le monde nous amène demain, il faut toujours rester en veille. Voilà. Donc c'est pas mon univers familial qui m'a amené sur le terrain professionnel, mais peut-être le terrain personnel qui m'a amené à être quelqu'un d'un point de vue professionnel. Voilà. D'accord. Si tu pouvais nous parler de ta boussole, en fait, est-ce que tu as écouté les autres pour suivre ton chemin ou est-ce que tu as écouté ton intuition ? Alors moi, c'est vrai que j'ai un profil plutôt intuitif. Mais par contre, j'aime échanger avec les autres. Je peux écouter, etc. Mais j'ai fait des choix, comme je le disais, de changer d'entreprise, de changer de ville. Donc, quand on change de ville, c'est aussi changer son équilibre et son environnement. C'est refaire un écosystème. C'est beaucoup d'engagements nouveaux. Mais j'ai toujours, comme je le disais tout à l'heure, en fait, je travaille beaucoup en mode projet. Enfin, dans ma tête, même en mode projet famille, mode projet. Et c'est pas quelque chose qui me frustre. Au contraire, ça me pousse. C'est quelque chose qui est plutôt dynamique. Mais quand j'ai eu des choix à faire, l'intuition était là, en fait. Je savais que c'était bon pour moi. Je savais que ça allait me nourrir. Je savais que ça allait m'apporter un renouveau, que ça allait devenir un autre morceau de nos vies. Parce qu'à chaque fois, il faut faire bouger toute la famille quand on change, comme ça. Il faut emmener, il faut faire adhérer, même en interne dans sa famille, il faut trouver les bons mots pour changer cette vie. Et j'ai cette chance, c'est que ma famille me suit. Et ça, c'est une grande chance. Donc, je leur dois beaucoup pour ça. Voilà. Oui, c'est une grande chance. J'ai aussi fait migrer ma famille. Ouais. Et c'est pas évident. Et surtout quand les enfants, ils mettent des années à dire « Ah, ça y est, j'ai compris. » Ouais, après, moi, j'ai eu la chance de changer quand mes filles avaient encore des attaches, mais pas suffisamment pour les déraciner. Ça a été important. Après, voilà, maintenant, je leur dirais, on part d'Annecy. Elles me diraient, mais non. Bon, ma grande, elle fait ses études à Lyon et elle aime découvrir d'autres endroits. Mais voilà, on sait qu'on est bien ici. Je ne sais pas si on rechangera. Voilà, je pense que j'arrive à une étape où en fait on a besoin de se poser aussi, en fait. Voilà. De s'enraciner. De s'enraciner, exactement. Bon, après, ton intuition te guidera. Exactement. Mais on n'a jamais fini de changer d'avis et il faut se laisser il faut laisser la porte ouverte. Exactement. Ouais. Voilà. Ok. Si tu devais donner un trait de caractère à la jeune femme de 20 ans que tu étais pour qu'elle puisse bien avancer dans la vie, ce serait lequel ? Une force, une qualité En fait, je pense qu'à 20 ans, quand je vois les jeunes maintenant, je pense que j'étais naïve. Comme j'ai toujours eu cette soif d'explorer, etc., en fait, j'étais naïve. Et en fait, c'était une naïveté saine. Donc, ça m'a permis, en fait, de pousser des portes, de faire les choses avec simplicité. Voilà. Donc, ce trait de caractère que je donnerais à cette jeune fille de 20 ans, c'était cette simplicité, cette envie. Mais j'avais pas ni de revanche, j'avais pas d'esprit. Voilà, j'avais un esprit vraiment ouvert, joyeux, avec l'envie d'explorer. Voilà. D'accord. Et si tu pouvais lui donner un conseil ? Finalement, je resterais la même. Ouais, de ne pas changer. En fait, je pense que d'être sincère, d'être authentique, d'être toujours aligné, je pense que c'est un truc qui est important. En fait, ce que je dis souvent, c'est que je ne me posais pas trop de questions. Je me sentais à l'aise avec ce que je faisais. Alors, il y a peut-être eu des périodes de doute, mais finalement, on les oublie. Ça fait plus partie des choses, en fait, que je... Voilà, et je pense pas souvent à mes 20 ans, mais plutôt à mes 30 ans, moi. 30 ans, parce que c'était certainement la meilleure période. La période où on allie justement le professionnel, le personnel avec les enfants, où on est obligé de jongler, de trouver les bonnes manières de faire, etc. Donc, 20 ans, c'était bien.
30 ans, c'était encore mieux parce que c'était le moment où on peut vivre plein de choses. Et moi, j'ai pas quitté mes 30 ans. Mes 30 ans, ma trentaine. Ouais. Parce que c'est certainement l'énergie qui est la plus belle. Voilà, ces années sont certainement les plus belles. Ouais. D'accord. Par rapport à ton parcours, est-ce qu'il y a une épreuve, un pain point, on va dire, qui t'a permis de basculer dans cette nouvelle vie? J'ai pas fait cette analyse-là, mais je me suis dit, je vais raconter peut-être que c'est pas ça que tu attends, mais tu vois, je me suis dit, j'ai perdu ma maman qui a eu une grave maladie, et je me suis dit, dans la vie, rien ne peut être plus grave que ça. Oui, j'ai perdu ma maman aussi, je confirme. Ouais. Et en fait, tout le reste, finalement, ça a beaucoup moins d'importance. Complètement. Du coup, en fait, je me suis toujours dit, il faut que tu relativises sur tout. Et c'est ce que je dis souvent à mes équipes. Ok, on peut vivre. Moi, dans notre métier, on vit beaucoup de gestion de crise pour plein de raisons. En fait, la vie, est beaucoup plus importante que tout ça. Alors, il faut prendre les choses avec beaucoup de sérieux, mais quand on perd quelqu'un qu'on aime, quand on vit ça et quand on accompagne jusqu'au bout et quand on voit le manque après, finalement tout le reste, en fait, c'est pas si important. Il faut dédramatiser. Voilà, je vois des personnes qui prennent sur eux plein de tensions, plein de sujets, plein de problèmes, etc. Je me dis, mais la vie est trop courte pour tout ça. Donc dans ma vie, en fait, et c'était à 30 ans, quand elle est partie, je me suis retrouvée finalement sans parents à 30 ans. Et je me suis dit, maintenant, c'est moi qui prends ce rôle-là. Alors, j'avais mes grands-mères encore, c'était important toujours pour moi. Mais je me suis toujours dit que rien n'était plus important que la vie et être heureux. Voilà. Oui, ok. J'ai perdu ma maman aussi à 29 ans. Et c'est vrai qu'à l'époque, les personnes m'avaient dit, quelques mois après, t'as tellement changé. Ouais. Et en fait, oui, j'ai tellement changé. Et malgré ce malheur, ça m'a apporté beaucoup de bonheur. Bien sûr. Parce que j'ai vu la vie différemment. Après, il m'est arrivé d'autres épreuves encore. Donc ça a fait, finalement, à chaque épreuve, ça fait croître le bonheur. Se rendre compte qu'en fait, on pense des choses importantes alors qu'elles ne le sont pas vraiment, quoi. Voilà. Donc c'est difficile, hein, c'est des épreuves qu'on vit. Et puis comme la maladie, je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu, les autres ont du mal à bien tout comprendre. Donc on vit aussi en gardant beaucoup de choses. Mais par contre, on essaye de transmettre ce qu'on a appris de ces épreuves-là. En tout cas, moi, j'essaye. Mais par contre, il ne faut pas qu'elles soient dans notre quotidien. Il faut qu'elles soient... qu'on garde aussi certaines choses, que ça nous renforce, ça c'est clair. Mais voilà, c'est la vie. En fait, il faut se dire que la vie est comme ça et qu'il faut regarder devant. En fait, il faut vivre avec les choses qui nous arrivent, les petits bonheurs, les moments heureux. C'est ça qui est important en fait aujourd'hui. Ouais, et c'est ça aussi qui doit faire cette réussite dans ta carrière professionnelle. Parce qu'avoir cette notion de résilience, ça aide à rebondir. Oui, c'est sûr que la résilience, en fait, c'est un mot un peu à la mode maintenant, mais quand on est confronté à des épreuves, en fait, il faut toujours se dire comment on s'en sort. Et c'est pareil dans le monde professionnel, en fait. On peut être face à des épreuves, donc soit on les surmonte, soit on les subit. Et moi, je pense que quand on surmonte les épreuves, en tout cas quand on les réfléchit, quand on les anticipe, quand on sait les aborder, on en sort plus fort. C'est plus facile à vivre à l'intérieur de soi. Voilà, donc la seule chose, c'est quand on en a beaucoup d'épreuves, ou en tout cas ou de temps durs professionnellement, où là, en fait, quelquefois, il y a des personnes qui sont plus fragiles, qui sont plus sensibles, et qui peuvent se dire ça ne me correspond plus. Voilà. Moi, j'ai pas ça. Je me dis toujours, quand je rentre dans une entreprise, je suis plutôt dans une logique de projet. Pareil. Tant que j'ai pas accompli ma mission, j'ai toujours ce feu qui dit je vais aller jusqu'au bout. Voilà. Et c'est pour ça que la résilience est importante parce que il peut y avoir des moments un peu plus complexes, mais il faut savoir les surmonter, rebondir et ne pas avoir peur. Et donc c'est sûr que la notion de courage, c'est hyper important parce que derrière, en fait, quelquefois on prend des décisions. Ça nous amène à faire des choix en fait qui sont pas simples, mais qui doivent toujours être dans nos valeurs. Ça, je pense que
Ça reste hyper important. Ouais, c'est vraiment une boussole, ces valeurs, hein, l'alignement. Ouais. Est-ce que toi, tu penses qu'il est possible d'écrire sa vie, qu'on peut être acteur et pas la subir? C'est une question qui est difficile, hein, parce qu'en fait, je pense que c'est lié à l'état d'esprit, au tempérament. On n'est pas tous égaux, on n'est pas tous pareils, on n'a pas les mêmes sensibilités, etc. Donc, bien sûr, on peut améliorer pour ne pas subir, etc. Je pense que c'est hyper individuel. Donc moi, j'essaye de ne pas subir, ce qui n'est pas toujours aussi simple, hein, parce que ne pas subir, c'est savoir dire non, c'est renoncer à certaines choses, etc. Et c'est pas toujours évident. Mais j'ai envie de dire, en fait, que voilà, c'est vraiment individuel, et c'est pour ça que je comprends qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées pour justement se rendre compte ou s'ouvrir à de nouvelles réflexions. Parce que souvent, quand on est pris dans la vie, etc., on n'a pas cette prise de hauteur, on n'a pas ce recul, on s'analyse pas trop, en fait. Hein, on vit les choses et on les prend de plein fouet. Voilà, donc pour moi, c'est très, très intimement lié à la personne, en fait. Voilà. Complètement, et je trouve que ça rejoint ce que tu disais au début, de se prioriser. Mm-hmm. De faire attention à soi, de prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour soi, oui. Ça, c'est un vrai sujet, parce que comme on me dit que je suis... Alors, c'est pas beau, je vais dire un terme qui me plaît pas, parce qu'au début, les équipes, elles me disaient « tu es une machine de guerre ». Ah oui. On m'a déjà dit. Une machine de guerre. Je dis « mais attends, j'ai un cœur, je suis humaine, je ne suis pas une machine ». Ah oui. Moi, j'ai une capacité, je pense, de travail qui est importante. Et c'est vrai que j'essaye maintenant de plus en plus à travailler toujours sur l'efficience, hein, être toujours plus, travailler sur la performance, oui. Voilà, sur la performance. Mais je me mets pas de pression, voilà, là-dessus. Par contre, j'essaie de me trouver des temps pour moi. Que ce soit, et j'en trouve, parce que on a changé aussi nos habitudes de consommation de l'information, de la vie. On a facilité les transports avec maintenant beaucoup de digitalisation, de plein de choses. Donc on gagne du temps, en fait. On sait qu'on peut gagner du temps. Le tout, c'est pas de le gaspiller, c'est de bien l'utiliser. Et moi, j'essaye de le combiner sur des choses qui me nourrissent. Donc, ça peut être sur l'entrepreneuriat. J'adore écouter plein de podcasts là-dessus. J'écoute aussi beaucoup de choses sur la nutrition, qui est un autre sujet d'intérêt pour moi. Et puis, bien sûr, je fais du sport. Parce que le sport, ça a été quelquefois un peu salvateur sur libérer plein de choses. Et plutôt, alors moi je suis plutôt dans des sports, même si j'aime le collectif, hein, mais plutôt des sports individuels, ou à deux, ou quand on court, on peut discuter, etc. Mais plutôt des sports où en fait on peut aller chercher au fond de soi des choses qui enlèvent peut-être des tensions ou des pressions qu'on peut avoir du monde extérieur. Voilà, donc... Voilà où aujourd'hui tout cela me mène. Voilà. D'accord. Ce que j'ai beaucoup aimé dans la préparation de cet épisode, c'est de voir, et tu me l'as mis dans tes valeurs, que l'une de tes valeurs les plus importantes, c'est la simplicité. Mm-hmm. Et c'est de voir qu'à côté de cette femme performante, efficiente, tu es dans cette recherche de qualité, de simplicité, de temps avec tes proches. Et tu n'es pas dans la recherche absolue de la performance, justement. Non, en fait, la simplicité, c'est être dans mon environnement, par exemple. J'ai des gens en fait, qui sont d'horizons différents. Et moi, j'ai à cœur de pas montrer que voilà, j'ai peut-être un parcours un peu différent, etc. Les gens, en général, que j'ai dans mon entourage, ils savent presque même pas ce que je fais. Pour moi, ce qui compte, c'est la relation et la nature humaine. Je parle assez peu de mon travail, de manière générale, ou de ce que je fais, ou des sujets, en fait, d'actualité. Ce que j'aime, c'est pouvoir parler simplement, échanger de la vie courante, des préoccupations, des sujets des gens, de thématiques diverses et variées, hein, qui font que la vie, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, hein, le monde, l'environnement,
Voilà, j'ai une sensibilité encore plus renforcée aujourd'hui sur le développement durable. Et c'est vrai que voilà, c'est des sujets en fait qui m'interpellent. Donc voilà, toutes ces relations en toute simplicité. Moi, j'aime pas la dimension de pouvoir, la dimension de comment dire, de hiérarchie. Moi, je suis hyper pour le matriciel. Moi, j'aime bien en fait quand les gens sont hyper autonomes, arrivent à bosser entre eux, qu'il y a une logique fluide. Voilà, donc la simplicité, c'est ça. Hein, c'est même s'il y a des process quelquefois qui sont nécessaires, d'utiliser des mots simples, d'avoir des relations simples, d'avoir des réactions simples aussi, parce que des fois il y en a qui en font peut-être un peu trop. Mais voilà, c'est comme ça. Voilà. C'est une très très belle valeur. Comment, à ton avis, on peut aller chercher l'équilibre vie pro, vie perso ? Pour toutes les personnes qui sont un peu submergées et qui n'arrivent pas à remonter la vague. Moi, je pense qu'il faut quand même un petit temps de recul sur ce qu'on fait de bien, ce qu'on a envie d'améliorer. Il faut un temps de recul parce qu'en fait, sinon, on a l'impression que de subir, c'était le mot que tu utilisais tout à l'heure. Hein. Donc, il faut aussi, je pense, un peu poser par écrit ce qu'on aime et ce qu'on voudrait être, ce qu'on voudrait faire. Ça m'est arrivé une fois de le faire en me disant, t'es arrivé à un moment où tu te dis, est-ce que je fais vraiment ce que je veux, voilà, ou est-ce que ça me satisfait pleinement ? Et je pense que si on prend ce pas de recul, en fait, ça permet, entre le pro et le perso, d'être plus à l'écoute de ce qu'on a envie. Alors je sais que ça peut être difficile pour certains, donc je comprends que certains aient besoin d'être conseillés, d'être épaulés, J'ai du mal à répondre à cette question parce qu'en fait, je suis peut-être pas la plus non plus équilibrée, même si je le sens, je l'espère. Mais par exemple, mes filles, je me dis toujours, j'essaye d'équilibrer. Avant, j'osais pas dire, c'est l'anniversaire de ma fille, il faut que je rentre, je vais être là pour elle. Alors cette année, je l'ai fait, sauf que la SNCF avait 3 heures de retard et que je suis arrivée à 23h30 au lieu d'être à 20h, par exemple. Mais avant, je ne l'aurais pas fait. Je pense qu'il faut oser dire les choses qui ont de l'importance pour soi, pour que l'équilibre, en fait, se fasse. Voilà. Ouais. Oui, j'aime beaucoup ça parce que ça rejoint un peu là. Je trouve que le pilier de cette roue, c'est soi. C'est se prioriser soi. Et là, ça peut créer quelque chose. Ouais. Et je te demandais ça parce que on a beaucoup de personnes qui vivent des burn-out. J'en ai vécu un il n'y a pas longtemps, mais de l'entrepreneur, en fait. Tellement je me suis fait submerger par le travail. Et c'est exactement ce que tu disais. C'est de pouvoir faire un temps d'arrêt, de se poser. Mais qu'est-ce que je veux ? Et comment je vais réussir à tout lier, en fait, et mettre la vie pro dans cet équilibre-là. Mais ce n'est pas la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est soi. Exactement. Après, ce que je peux quand même dire, c'est qu'en management, parce que moi j'ai quand même des équipes et j'ai eu des cas de burn-out, de gens que je côtoyais tous les jours et que j'ai pas vu, alors que pourtant j'essaye de dire, tu peux venir, tu peux... C'est vraiment, et c'est ce que tu dis, c'est vraiment la personne, comment elle se ressent, qu'elle connaisse ses limites aussi, quel est ce temps de respiration pour elle. Et c'est difficile, si je peux quand même dire dans mon parcours, en fait, ce qui est le plus difficile, c'est de trouver auprès des équipes l'accompagnement qu'il faut. Parce que on sait toujours que les situations difficiles et sensibles de burn-out, qui sont à la fois liées au pro et au perso, et que dans le monde du travail, on n'a pas toujours en fait ce temps, ou en tout cas cette écoute active qui peut nous faire passer à côté de certaines choses au niveau des collaborateurs. Et comme j'ai eu des cas et qui le sont, parce que j'ai une personne qui est dans mon équipe et que j'apprécie beaucoup, mais on sent en fait que l'alignement est peut-être pas là parce que beaucoup de pression, beaucoup de sujets, et je lui fais un petit coucou, peut-être qu'elle entendra, mais voilà, je lui souhaite de trouver sa voie et qu'on puisse l'accompagner pour qu'elle se retrouve. Voilà. Et j'ai une autre personne aussi qui avait besoin, à un moment donné, qui a identifié une fragilité qu'on a pu accompagner justement par du coaching externe au sein de l'entreprise.
et qui s'est posé les bonnes questions. Et je pense qu'elle est repartie aussi un peu reboostée, ou en tout cas qui s'est reposé les bonnes questions. Il y avait des questions, par exemple, de légitimité. Ça aussi, dans l'entreprise, est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis reconnue pour ce que je fais, etc. Je pense que la personne se posait des questions qu'elle ne devait pas, parce qu'elle avait toute la légitimité, elle avait la reconnaissance, elle était bien évaluée, mais elle ne se sentait pas à l'aise avec ça. Donc on a réussi à faire un travail, et j'espère qu'elle se sent mieux aujourd'hui. Mais accompagner en fait les équipes, c'est vraiment important. Et moi, je veux pas que le travail soit une source de souffrance. Je veux que ce soit que ce soit énergisant, que ce soit positif pour les équipes. Donc voilà, mais c'est pas facile. L'exercice de management aujourd'hui, la société est beaucoup plus complexe, l'environnement est beaucoup plus peut-être quelquefois sensible, parce qu'on le voit bien, on rentre après 2 années de pandémie, plus là on est dans des années où le climat, l'inflation, les guerres, etc. On est un peu dans des sujets un peu anxiogènes, et c'est comment en fait on fait pour garder cet optimisme, pas cette utopie, mais cet optimisme qui fait qu'on continue à vivre nos vies et de manière heureuse. C'est admirable d'avoir cette vision-là, justement, côté entreprise, et de prendre à cœur le bien-être de ses collaborateurs. Mmh. Mais c'est pas forcément une réussite. Pour les 2 personnes qui m'écouteront, c'est de se dire aussi, et c'est le rôle du manager aujourd'hui, il a beaucoup changé aussi. Donc oui, c'est admirable, mais c'est pas, je m'en félicite pas. C'est pas quelque chose qui est facile. Voilà. Donc j'ai pas encore réussi à donner toute cette impulsion positive, on va dire. Ouais, après, attention juste à ça, où c'est pas ta responsabilité, c'est leurs histoires de vie aussi. Moi, je vois là, le bilan de compétences que j'ai créé. Justement, on est là pour accompagner ces personnes-là, souvent qui sont en burn-out. Et c'était pas la responsabilité de l'entreprise. C'est la personne, elle a un travail vraiment à faire sur elle. Quand tu parlais de ce besoin de reconnaissance, etc., ça peut être lié aussi à des blessures, à pas mal de choses du passé. Et c'est vrai que nous, on les aide à regarder à l'alignement avec leurs valeurs, qui elles sont. Peut-être que ce travail-là répond plus à ça. Peut-être que ça peut être un autre service ou autre chose. Et comment équilibrer avec sa vie privée. Tout à fait. Et ça, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Nous, typiquement, c'est notre expertise. On a fait beaucoup de choses là-dedans. Ça prend 3 mois. Donc, un manager, bien sûr qu'il peut faire beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'il y a un moment où cette partie-là, il ne peut pas tout faire. Oui, voilà. Après, il faut l'appréhender. Il faut quand même, tu vois, quand même l'appréhender. C'est ça. Et avoir peut-être un signal. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Ouais. Pour accompagner. Oui. Voilà. Comment on peut faire pour t'aider Ouais. La dernière question, Christine. Quelle est la plus grande leçon de vie que tu aies reçue? J'ai toujours dit ça. Finalement, c'est leçon de vie et apprentissage. C'est que j'ai toujours vu, et je garderai de mes grands-mères, une mamie qui était aimante. Et je disais toujours, quand je regarde dans tes yeux, je vois l'amour. Voilà. Et dans ma deuxième grand-mère, en fait, alors elle aimait aussi, c'était pas le sujet, mais c'était pas ça qui faisait sa force, ou qui fait sa force, parce qu'elle est encore là à 92 ans. C'est le travail. Elle était aux côtés de son mari. Ils avaient dans le Gard en fait des serres horticoles. C'était un métier qui était difficile, et elle portait des colis, elle travaillait, elle était toujours dans l'action. Et voilà, en fait, moi, mes leçons de vie, c'est 2 grands-mères qui avaient chacune d'elles leur qualité et leur valeurs défendues. Et ça m'a beaucoup guidée. Et je le dis toujours, en fait, je pense que j'ai hérité des 2. Voilà. Ah oui, c'est ça, et on l'entend, et c'est la vie que tu vis, en fait. Ouais, c'est formidable. Petite question bonus. Si tu pouvais apporter ta contribution à la refonte de l'éducation nationale, quel enseignement t'aimerais qu'il soit transmis à nos jeunes? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis une fanat de nutrition.
Alors, il y aurait plusieurs choses, hein, mais si la première chose, c'est comprendre l'alimentation, la nutrition. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus la valeur de ce que l'on fait. On a cultivé pendant des années une alimentation en fait qui était très déstructurée, très mauvaise en fait pour nos enfants, parce que le manque de temps, parce que l'arrivée de certainement de mon métier aussi, qui était premier du marketing, donc de la segmentation, des nouveaux produits, plein de choses, etc. On a oublié l'essentiel, c'est que on a besoin de se nourrir pour vivre, mais pour être en bonne santé, il faut choisir son alimentation. Et en fait, ça s'apprend dès le plus jeune âge. Et à l'école, on n'apprend pas du tout ça. Et c'est dommage. Donc la première chose, ça serait sur la nutrition, sur revenir à la terre. Parce que je pense qu'il faut savoir qu'en fait, quand on fait du coca et quand on fait, par exemple, une bouteille de lait, c'est pas du tout le même travail, ni les mêmes valeurs sociétales, environnementales, enfin, il y a plein de choses. Donc ça. Et puis, la deuxième chose aussi, et je crois qu'au Québec, si vous êtes plus... Enfin, il y a un avancement là-dessus, c'est sur... la partie bienveillance, sur tout ce qui est respect des uns et des autres, sur apprendre à vivre ensemble, sur s'entraider, etc. La tolérance, etc. Je pense que ça, en fait, on a il y a quelquefois des cours où mes filles, elles me disent « Ah, on a fait ça ». Je me dis « Bon, ça leur apprend pas grand-chose quand même. » Mais j'aimerais bien en fait qu'elles me disent bah, « Tiens, là j'ai appris telle chose, là tu vois, ça c'est fait comme ça », enfin, qui est plus de choses qui correspondent à la société d'aujourd'hui. Et puis la troisième chose que j'apprendrais, c'est l'entrepreneuriat. En fait, pour moi, en fait, il y a ces trois sujets-là en fait, qui seraient majeurs. Et l'entrepreneuriat, parce que en chacun de nous, on a une capacité d'entreprendre. En fait, il faut juste la révéler. Et puis, aujourd'hui, même quand on a un métier je vais prendre l'exemple dans mon travail, mais un producteur de lait, en fait, c'est pas un producteur de lait. Un producteur de lait, en fait, c'est un entrepreneur parce que il s'occupe de ses animaux, il s'occupe de son exploitation, il fait l'électricité, il fait son compte d'exploitation de son entreprise, il va diversifier ses activités. Donc, en fait, il faut apprendre à vivre son travail comme quelque chose de positif où on peut aller chercher et explorer plein de choses, quoi. Donc, et l'entrepreneuriat, apprendre l'entrepreneuriat, alors peut-être sur une forme ludique, hein, voilà, mais ça pourrait être quelque chose pour les enfants à cultiver, oui. Ok. Écoute, mais vraiment merci, parce que j'ai trouvé cet échange passionnant. Mm-hmm. Donc, merci beaucoup de ce temps-là. Et puis, je te souhaite une belle continuation. Oui, merci Élodie pour ton accueil, ton écoute et puis aussi tes conseils. Et puis, ça me fait du bien aussi de pouvoir échanger et partager ces petits moments de vie ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode et j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir l'histoire de notre invité. Pour toutes les infos sur ce podcast et cet épisode, ça se passe sur le site méthode-cohérence.com. Aussi, si vous souhaitez me proposer des nouveaux invités qui ont des histoires inspirantes, n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn ou Instagram sur mon compte Élodie Bardot. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, de partager Antinomique à vos proches, d'en parler autour de vous. C'est comme cela et grâce à vous que Antinomique durera encore très longtemps. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode que j'ai hâte de vous partager. Mais d'ici là, je vous souhaite une très belle journée lumineuse et inspirante. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes habituelles des podcasts. Et un grand merci à Cyril Marie de Inspire Studio et son équipe qui coproduisent ce podcast avec moi.